Et je suis plus seul, et je suis libre. Le malheur n'est jamais pur, pas plus que le bonheur. Mais dès que l'on en fait un récit, on donne un sens à nos souffrances. Tout homme blessé contraint à la métamorphose. Alors Banshee, on se retrouve pour raconter ton histoire. Il y a quelques mois, on s'est rencontrés sur un serveur d'ex-musulmans. Je pense que ton histoire mérite d'être racontée, entendue, parce que tu as accompli des exploits malgré ton jeune âge et que tu es un survivant, un warrior. Et je pense que ça donnera espoir à des personnes qui pourront se reconnaître dans ce que tu vas J'espère, hein. raconter. Voilà. Comme ça, tout ça ne sera pas arrivé pour rien. Donc on Mm. va commencer au début. Mhm. Comment Banshee débarque sur cette planète? Je suis né dans une ville assez conservatrice, de deux parents qui n'étaient pas vraiment très intéressés par la religion au départ. Euh, de ce que j'ai appris aujourd'hui, ils étaient assez laxistes sur le côté religieux quand ils se sont rencontrés. La religion prenait qu'une infime partie de leur vie puisqu'ils vivaient d'une manière, j'ai envie de dire, presque européenne. Euh, et au bout de 4 ans après le mariage, puisque ma mère avait des problèmes à enfanter, je finis par naître dans cette ville très conservatrice qui continue d'augmenter son niveau de conservatisme aujourd'hui. En Algérie, c'est important de En Algérie. préciser. Hein. Oui, je suis né en Algérie, oui. Oui. Voilà. Le conservatisme en Algérie est ta maman qui a des difficultés à concevoir. Mhm. Donc on comprend déjà un petit peu hein, le Oui. contexte de Oui, ton oui. arrivée sur Terre. Exactement, ouais. Voilà. Et quand je suis né, ma mère, elle avait loué une petite chambre dans un appartement où elle partageait avec une autre famille. Elle partageait avec une autre famille. Et puis, au bout de quelques Okay. mois, mon père, il était absent au départ. Il était très absent pour des raisons professionnelles, j'imagine. Mhm. Et Donc tu habites je, avec ta maman ouais, qui loue une chambre dans un appartement qu'elle partage avec une autre famille. ouais. Et ton papa est pas là, on suppose que c'est pour le travail. On suppose que c'est pour le travail, oui. Ouais. On suppose. Ouais. Mon père, au final, trouve un travail dans le désert, au sud, et du coup, on déménage vers le sud. C'était une ville toute petite, où là où on va, c'est une ville toute petite, où au final, je grandis là-bas pendant 7 ans. J'y ai vécu pendant 7 ans. C'est là où mon enfance s'est faite, et c'est là où j'ai commencé à voir mon père un peu plus souvent. Parce qu'il avait trouvé un travail assez proche de la maison et au final, après il était peu présent, cela dit, puisqu'il commençait de travailler à 8 heures du matin et il finissait également à 8 heures du soir. Du coup, il partait travailler, il revenait, moi j'étais déjà endormi. Quand il partait, je dormais. Quand il revenait, je dormais encore. Du coup, je l'avais pas vu très souvent. Ouais. Et durant ces temps de vacances, nous, on partageait quelques bons moments quand j'étais encore enfant, mais je remarque aujourd'hui que plus j'avais grandi, plus il y avait une violence physique qui s'appliquait sur moi. Euh, et en tant qu'enfant, de même pas 5 ans, on n'est pas censé recevoir des coups de poing, on n'est pas censé recevoir des gifles qui vous claquent jusqu'au sol. Euh, Et je me souviens de ma mère, après les violences physiques ont commencé à causer des disputes parce que ma mère lui demandait d'arrêter de me frapper comme ça. J'allais te demander justement Mhm. les motifs, les causes, qu'est-ce qui mettait Ça pouvait être infime, ça pouvait être je pleure beaucoup trop, ça pouvait être je suis dans le chemin, ça pouvait être j'ai fait un truc qu'il fallait pas. Et puis c'est normal de parfois punir un enfant, que ce soit d'une manière physique ou non, ça dépend des opinions de certains. Euh, mais le niveau de violence physique auquel je faisais face était davantage beaucoup trop pour un enfant de 5 ans. Un enfant de 5 ans, ça, tu donnes pas des coups de poing au ventre. Voilà. Tu le claques
pas au sol, tu le prends pas, tu le jettes pas au mur. Voilà. Comme s'il se battait avec Ouais, quelqu'un de son âge, ouais. quoi. Ouais, aujourd'hui, je vois ça, c'est comme s'il se battait avec quelqu'un de son âge, alors Ta j'étais un maman dans enfant. tout ça. Elle encourageait les punitions avec des violences physiques, mais à chaque fois que ça débordait, elle se mettait entre lui et moi. Et lui, il en voulait toujours de cette remise, de se mettre comme ça. Il y avait des moments parfois où il me traînait jusqu'à la chambre, où elle lui courait derrière, où il fermait la porte à clé derrière lui, où il me battait très bien et puis il sortait. Et ma Donc elle mère pouvait, provoquait et en même temps, après elle ouais, s'interposait. quand ça débordait, il essayait de s'interposer. Ça marchait pas Mhm. toujours tout le temps. Mhm. Parfois, il faisait juste demi-tour en disant tu vas trop gâter le gosse, quelque chose du genre, voilà. Mhm. Voilà. C'est ainsi que je grandis dans un milieu qu'aujourd'hui je réalise était un milieu était très violent Mhm. et je le réalise pas étant enfant. Euh, Cela dit, il y a une sorte de pas une sorte, il y a vraiment euh, une amertume qui commence simplement à s'installer entre moi et mon père dès le plus jeune âge. Parce que je réalise que de son côté, il y a très peu d'affection parentale et il y a plus un côté je suis là pour te punir, je suis là pour Autoritariste oui, oui, et dans l'abus, quoi, autoritaire. dans l'excès. Ouais, voilà. C'est Mhm. exactement ça. Ouais. Ton père, tu dis, il est beaucoup à l'extérieur par son travail. Ben, il n'est pas Mhm. beaucoup présent et quand il est présent, il y a de la violence, visiblement. Mhm. Oui. Bon, évidemment, pas toujours, j'imagine, mais c'est suffisamment fort pour teinter ton enfance de tout ça. Qu'est-ce que tu dirais de la personnalité de ta maman? Euh, ma mère, ma mère au départ, je le conçois aujourd'hui à 100%, c'est quelqu'un d'aimant. Je ne dirais jamais qu'elle ne l'est pas. Euh, Cela dit, il y a parfois, plutôt presque toujours, il y a sa personnalité ou plutôt euh, ses déséquilibres à elle-même qui s'interposent entre elle-même et ses relations avec les autres. Pour te dire, elle n'a jamais pu garder une amitié pendant plus d'1 an, elle n'a pas pu euh, elle voulait toujours nous dire qu'en fait, sur Terre, il n'y a pas d'amitié. Il n'y a pas d'amitié. Tes seuls amis sont tes parents. Tes seuls amis, c'est tes frères et sœurs. C'est-à-dire que on peut compter que sur la famille, cette espèce de mythologie en fait où Mhm. voilà, on peut compter que sur la famille et le reste c'est hostile, c'est pas digne de confiance, quoi. Mhm. Ouais, c'est exactement ça. Mhm. C'est Mhm. exactement ça. Faut pas parler aux autres. Tes amis, c'est que pour l'école, que pour collecter des informations concernant l'école, pour prendre des cahiers et Mhm. Mhm. recopier, pour les rendre. Voilà, c'est tout. C'était que ça. Et c'était à l'image de ce que elle vivait, c'est-à-dire que Ouais. euh, elle garde pas des relations, elle est en Mhm. conflit. Je me souviens que tu en avais parlé une fois quand on échangeait dans le serveur, que c'est quelqu'un de conflictuel, qui a toujours des problèmes avec les gens, et c'est très compliqué, quoi. Oui, pour te dire, c'est que là, j'ai remarqué, au fil des années, j'ai remarqué que ma mère, elle ne peut jamais garder une relation plus d'1 an, une relation amicale plus d'1 an, et qu'à chaque fois, au bout d'1 an, elle rencontre quelqu'un d'autre, et puis la personne précédente devient le sujet de la conversation, à quel point la personne précédente, son ancienne amie, est une personne mauvaise, une personne qui profite, quoi que ce soit. Et puis, le cycle continue. La personne actuelle devient cette personne précédente, et ça continue. C'est toujours le même schéma, en fait, Ouais, qui se et reproduit. étrangement, un commentaire que je lui ai fait parfois qui m'a valu beaucoup de claques, c'est que je lui avais dit que, au final, puisqu'elle voit que apparemment tout le monde est contre elle, tout le monde est un ennemi, tout le monde, elle ne peut jamais garder d'amitié. Je lui dis à un moment, est-ce que tu crois pas que le problème viendrait de toi plutôt que des autres? Voilà. Ah oui, tu vas comme ça. Ah, bah, c'était aussi dans le contexte de dispute, hein. C'était Ah pas dans le oui. contexte Mhm. de discussion. Peut-être dans le contexte de discussion, ça aurait été un peu plus doux, une remarque un peu plus douce, Mhm. même si Je ça sais pique un pas. peu. Et Je voilà. sais pas. Faudrait être capable de débattre, Oui, il mais faudrait être des capable de idées sans débattre. se taper dessus, mais Ouais, ouais, et c'était pas possible dans la petite maison dans laquelle je suis né.
Elle était déjà intéressée par le paranormal et la religion, ou c'est quelque chose qui est arrivé plus tard? Quand j'étais enfant, J'étais pas encore atteinte. non, non, elle n'était pas du tout, c'était tout à fait normal. C'était plus l'enfance adéquate, mis à part les violences physiques. Mais en dehors des violences physiques, ça va, je m'amusais. On avait une piscine qui était construite d'une manière complètement tordue, qui n'a servi qu'une seule fois avant de devenir un petit trou dans le sol qu'il fallait nettoyer à chaque fois qu'il pleuvait, une fois par an peut-être. Elle n'avait jamais eu de comportement assez étrange, que je qualifierais comme étrange, ou que je qualifierais comme intéressé plutôt par le paranormal. Elle n'a jamais évoqué ce genre de choses. Ça viendra après, quand on redéménagera, quand on reviendra dans la ville très conservatrice, dans une maison qu'on loue. Et dans cette maison-là, je me souviens du moment où le paranormal a commencé dans ma vie. C'est quand ma sœur, qui est née 4 ans après moi, vient me réveiller en me disant maman, elle a quelque chose. Du coup, moi, je me lève du lit, j'étais dans ma chambre, là, je me lève du lit, je me dis c'est tout à fait normal, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé, je sais pas. Et du coup, je vais dans la chambre de ma mère et je la trouve allongée sur le lit avec mon père au-dessus sur elle, avec sa main sur ses yeux, là, en train de lui cacher les yeux et en train de réciter du Coran. Et là, ma mère, elle dit il est où mon fils? Et du coup, j'approche, je dis je suis là. Et là, elle m'attrape par la mâchoire, elle m'attrape par la gorge d'une manière assez violente. Et moi, instinctivement, je me rétracte. Je me dis qu'est-ce qui se passe? Et là, mon père me dit de m'éloigner. Ma mère commence à hurler, à trembler, et lui qui récite du Coran. Ces souvenirs-là sont un peu flous, je dois t'avouer, parce que je vais avoir 10, 11 ans, 12 ans, même pas. Voilà, même pas 11 ans, j'ai envie de dire. Et plus tard, j'apprends que cette nuit-là, ma mère, elle s'était réveillée au beau milieu de la nuit, qu'elle avait donné des coups de pied à mon père, qui était sortie dans la rue. On habitait dans de grandes allées là, qui était sortie en train de crier et s'arracher les cheveux dans la rue. On a couru derrière elle pour la ramener à la maison. Et voilà. Très rapidement, mes grands-parents arrivent à la maison, et les choses apparemment se calment puisqu'ils lui font un exorcisme complet là. Et c'était ma première expérience avec le paranormal. Là, donc en fait, exorciste de père en fils, là, il y a tes grands-parents paternels qui viennent, qui font un exorcisme. Ton père avait déjà procédé à un exorcisme, oui, puisqu'il récitait du Coran et qu'il lui fermait les yeux et tout ça. Donc un enchaînement d'exorcismes. Et est-ce que ça va mieux pour elle, du coup? Je ne sais plus vraiment, mais je me souviens clairement que à un moment, ça semblait aller. Mais ça a en fait continué à s'aggraver parce que on pouvait plus s'asseoir à côté d'elle, et là il y avait les enchaînements. Au départ, l'exorcisme se faisait par mes grands-parents, par même mon père lui-même, et puis ça s'enchaînait à un point où on avait des imams presque chaque semaine qui venaient, et là c'était vraiment la torture. Elle subissait une torture, là je le dis clair, elle subissait une torture parce que régulièrement elle se faisait exorciser. Régulièrement. À la maison. Et là, il y avait mon grand frère qui a été adopté un peu après que je sois né. Il a été adopté et à chaque fois que ça se passait, il nous réunissait, moi et mes frères et sœurs, dans la chambre, il fermait la porte et il essayait de nous occuper pendant que ça se passait. Et après, de par la bouche de ma mère et de par la bouche de mes tantes qui sont venues également la voir, j'apprends que les hommes qui sont venus l'exorciser avaient fait usage de ceintures, avaient fait usage de seringues en la piquant plusieurs fois sur les genoux, sur les cuisses, et ils lui tapaient les pieds en criant sur le djinn qu'il avait possédé apparemment. Apparemment, ça ne semblait jamais fonctionner. Il fallait toujours avoir un autre exorciste. Et rapidement, ma mère nous implique dans ces exorcismes. Alors, elle pense que c'est plus simple, mieux d'exorciser également les enfants, parce que elle commence à accuser ma grand-mère paternelle de sorcellerie. Et elle me prend moi enfant là, et elle me dit c'est ta grand-mère qui m'a ensorcelé. Et là mon père qui écoute
Et je le vois en train de se focaliser plus sur son jeu sur l'ordinateur familial que sur la conversation que j'ai avec ma mère. Et moi, étant enfant, je me dis sorcellerie, c'est quoi ça? Est-ce que c'est comme ça dans les jeux vidéo? Voilà. Il me dit non, non, c'est pas comme ça. On fait des trucs dégueulasses pour séparer des gens, comme ta grand-mère qui veut me séparer de ton père. Ma grand-mère paternelle. Bon, moi, j'ai une piste d'explication parce que si sa première crise, elle a mis des coups de pied à ton père, je sais pas. Je pense que ouais. voilà, sans aller trouver des trucs tirés par les cheveux, on a une petite indication quand même. Mais bon, j'imagine que c'est pas un diagnostic intéressant dans le contexte conservateur et superstitieux surtout que tu décris. Donc là, tu nous expliques qu'il y a un grand frère adoptif et du coup, voilà, ta maman a encore eu des problèmes à enfanter ou non, c'était officiellement sur papier, c'est mon cousin qui a été adopté parce que sa mère est morte et son père est devenu fou. C'est la folie qui tourne dans la famille apparemment. Sa mère est morte d'une crise cardiaque pendant son sommeil et son père, peu de temps après, même pas 2-3 mois, est devenu fou. Il est hospitalisé à l'hôpital psychiatrique de la ville qui est réputé pour générer plus de fous qu'en guérir. Oui, ça va aider ça. J'ai une autre piste, voilà, la maman elle est morte, le papa il va en psychiatrie, j'ai une autre piste, mais voilà, je spécule. La fratrie s'arrête là, avant qu'on revienne. J'ai 5 autres frères et sœurs, dont un petit frère qui est né avec les yeux verts et les cheveux blonds. Ouh là 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 là. Oui. Là, c'est pas la peine la compétition. Là, c'est hors compétition. Voilà. Très vite, cela dit, ses yeux verts tournent au marron. Quelques temps après sa naissance, le drame, oui, ma mère pour elle c'était un drame, mais elle chérissait le moment où ses yeux étaient verts. Voilà. Oui. Après, il a rétrogradé. Un peu. Oui, il a rétrogradé. Et mon frère qui est blond, alors il y a ma sœur qui est plus âgée que lui, qui a 4 ans de moins que moi, et qui elle est nous tous les deux on commence à remarquer qu'il y a plus d'affection autour de mon frère, alors bon c'est un bébé au départ, voilà, on aime tous puisqu'après il grandit. Mon père en ce temps-là a commencé à travailler en France. Et il rentrait avec des cadeaux, du chocolat, des vêtements, etc. Et les jouets qu'on recevait ne valaient rien comparé aux jouets qu'il recevait lui. Alors c'est en 2010, les robots avec une télécommande c'est assez rare, surtout les robots qui dansent, les robots qui bougent, tout ça. Ça dit, mon père lui en achète un et moi qui étais fasciné par les robots à l'époque, voilà. Mon père lui achète un robot et je lui demande pourquoi est-ce que moi j'ai pas de robot. Je suis un enfant, j'ai 11 ans à peine. Il me dit, toi je t'ai acheté ça. Voilà. Toi je t'ai acheté ça et puis c'est ton frère. C'est ton frère, il mérite beaucoup aussi. Du coup, moi, ces petites paroles me ramènent. C'est quoi le ça? Parce qu'il te dit là, il t'a acheté ça. C'est quoi ça? Je me souviens plus trop, mais ça devait être probablement un livre, oui. M'acheter des petites BD là, probablement à 50 cents. Il m'achetait et bon les BD moi j'adorais, mais tu vois mon frère il avait eu un robot, il avait eu des vêtements, il avait eu du chocolat et moi j'avais eu une BD, voilà. Bon. Et ça, c'est la fratrie, donc, avec la même maman, Oui, c'est la même maman, oui. D'accord. Donc là, déjà, tu me parles d'une différence. Ouais. Et tu disais ta sœur aussi, parce qu'elle est pas blonde aux yeux verts, elle se sent elle aussi discriminée. Oui, alors très tôt, après qu'on grandit, qu'il y ait des disputes, qu'on se fasse punir plus que lui. À un moment, on remarquait, on lui disait, si jamais on brisait quelque chose par accident, on lui disait, dis que c'est toi, comme ça on se va punir. Et on remarquait quand il disait que c'était lui, leur colère s'évaporait. Alors que si on disait que c'était nous... scientifiquement, en fait, protocole scientifique, ouais. pour établir qu'il faisait une différence. Et là, on leur dit, on adopte ce mot, le favorisme.
Alors, c'est moi qui l'ai créé, qui ai eu l'idée de dire ce mot en premier. C'est moi qui me suis pris des premières claques. Favoritisme. J'ai pas bien entendu. On disait favorisme, mais lui, Le c'est favorisme. favoritisme. On disait favorisme quand on Ok, était enfant. favorisme. Ouais. Et quand on dit ça, mes parents n'aimaient pas, tu vois. Pour eux, Ouais. on aime nos enfants de manière égale. Mais cela dit, les enfants ne sentaient pas cet amour de manière tous les égale. parents disent ça, hein, de toute façon. Oui. Je vois, c'est très rare quand même les parents qui disent ah oui je préfère celui-là. Oui, effectivement, oui. Cela dit, ça se sentait beaucoup plus de l'abus qu'on recevait nous. Principalement moi, parce que j'étais l'aîné, je recevais l'abus physique de ma mère, de mon père. Si je faisais une bêtise, à chaque fois c'était toujours moi. Si quelqu'un faisait une bêtise, c'était toujours moi qui étais accusé en premier. À chaque fois qu'il se passait quelque chose, c'est moi qui prenais les claques. Tu vois, voilà, qui me faisait tabasser. Je me souviens particulièrement d'un moment où c'est ma sœur et mon frère qui se disputent et se commencent à se taper. Et moi, je sors du salon là et il y a mon frère qui est en train de pleurer là, d'hurler. Et la mère qui me saute dessus, il commence à me gifler en me demandant qu'est-ce que t'as fait, qu'est-ce qui se passe. Et elle me gifle pas d'une manière normale, tu vois, qui gifle. Voilà, elle me claque au sol et elle me gifle avec sa claquette. Elle me gifle avec sa claquette. Et puis elle comprend rapidement que c'est pas ma faute. Mais à ce jour, elle ne s'est pas excusée. Ni à cette époque-là, j'en avais voulu à un moment. Et quand je lui disais pourquoi est-ce que tu t'excuses pas, elle dit une mère ne s'excuse jamais. C'est une règle. Oui, c'est une règle. Voilà, c'est une règle. Ouais. Donc c'est-à-dire là, c'est de la violence du même ordre que celle de ton père là quelque part. Hein. Elles ont peut-être pas la même force physique, mais quand t'es plaqué au sol, tu te prends des coups de savate dans la figure. Oui, c'est ça. Ma mère aussi n'était pas un ange concernant les violences physiques, parce que elle aussi, à un moment, quand mon père se faisait plus de moins en moins présent, puisqu'il a commencé à travailler en France et à avoir autre petit détail en France, elle commence à adopter la ceinture. Et une fois, elle me tape avec la ceinture, mais avec le métal de la ceinture. Et elle me frappe au crâne. Et au départ, il y a rien, tu vois. Et après, je remarque que je suis en train de saigner, mais comme un malade. Et là, elle panique un peu. Elle me dit, on va aller à l'hôpital. Tu dis surtout pas que je t'ai tapé. Tu dis que tu t'es fracassé la tête sur la fenêtre. Voilà. Et c'est le même discours que je gardais à l'école, puisque j'ai dû garder un bandage sur la tête pendant une semaine. Et j'allais toujours à l'école, je leur disais, je me suis réveillé comme un fou, je me suis fracassé la tête sur la fenêtre. Et c'est ta mère qui te demande de cacher ça, quoi. Oui. Et elle me dit, si jamais tu oses dire que c'est moi qui t'ai tapé, tu seras plus mon fils. Et là, ces paroles pour le moment, puisque je suis un enfant, tu vois, je me dis, je veux rester quand même le fils de ma mère. Je veux lui plaire, je veux faire quelque chose, puisqu'elle me mettait beaucoup de pression, que ce soit pression scolaire ou pression de comportementale. Je devais me comporter d'une certaine manière. Quand je le faisais pas, quand j'avais une mauvaise note par ailleurs, si j'avais une mauvaise note à l'école, ce qui arrivait, ce qui était normal, sa première réaction c'était de pleurer toutes les larmes de son corps, de se gifler, de me frapper. Et jamais de me demander pourquoi est-ce que tu as eu cette mauvaise note, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que tu as mal révisé, voilà. Est-ce que tu comprends pas? Parce que moi, il faut savoir, j'ai été élevé francophone, j'ai été élevé dans le désert, il y avait ma mère qui parlait français, il y avait mon père qui parlait français et kabyle. Et la télé, c'était la télé française. Et puisque j'avais aucun autre contact avec l'extérieur, mis à part quand on sortait faire les courses, puisque jusqu'à ce moment-là, jusqu'à que j'ai 6-7 ans, je rentre pas à l'école. J'ai été francophone. Tu n'entends parler que français ou kabyle, en fait. Oui, exactement. Et tu vas à l'école Je vais à l'école, l'école arabe, oui, et je comprends rien.
Je Ouais. comprends rien, ce qui oblige ma mère à me répéter les leçons que je fais que j'ai à l'école à la maison. Donc chaque jour après 8 heures de cours, je vais rentrer pour 5 heures de cours à répéter ce que nous avons fait, et elle qui me traduit, qui m'apprend des détails là. Euh, et j'ai eu beaucoup de problèmes jusqu'à mes 10 ans pour enfin finir par comprendre l'arabe proprement et à le parler sans avoir à ajouter des mots en français. Et je réalisais, ouais, c'est là que je commençais à réaliser que j'étais, on va dire qu'il y avait une sorte de d'immense canyon entre moi et mes camarades de classe. Alors j'allais y venir parce que du Mhm, coup, ton intégration scolaire, mhm, comment ça se passe socialement? Parce qu'on voit, bon, allez, dans l'environnement familial, il y a de la violence et déjà mhm, de la discrimination. mhm. Et qu'est-ce que ça donne tout ça à l'école, puisque tu arrives avec, en maîtrisant pas la langue qui est pratiquée à l'école? Comment ça se passe pour toi? Euh, Au départ, je me fais quelques amis, mais à chaque fois, il y a des soucis de communication entre nous. Et il y a rapidement les enseignants qui s'intéressent un peu trop à ma vie privée en me disant tu viens d'où, est-ce que tes parents sont immigrés, qu'est-ce qui se passe, voilà. Alors, c'est un peu le cliché de l'immigré qui rentre en Algérie qui parle que français. Une fois que je grandis un peu vers mes 10 ans, je commence un peu à pratiquer, mais j'ai toujours besoin de rajouter un mot en français. Et oui, je me fais rapidement, je suis la cible de quelques harcèlements, je suis la cible de quelques abus à l'école. Mais à chaque fois, j'encaissais et je ferais ma gueule à chaque fois, Mhm. parce que je me disais si jamais ça empire, puisque ça a empiré plusieurs fois, on a fini par avoir des dramas à la maison, des dramas à l'école. Je finissais par avoir beaucoup plus d'abus puisque beaucoup plus de personnes s'intéressaient à moi d'un coup. Alors, Mhm. qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce gamin, il y a ses parents à l'école qui se plaignent? Et ce qui n'arrive pas souvent. Voilà. Mais pour te dire, chaque semaine, ma mère devait venir à l'école pour s'expliquer avec l'enseignante. Mhm. Mais rapidement, l'enseignante, la prof de français devient ma meilleure amie. Rapidement. Parce que j'excelle en français comparé aux autres, qui l'apprécient pas. Et en arabe, par contre, c'est l'opposé. En Mhm. arabe, je maîtrise pas super bien. Voilà, il faut que je révise mes cours plusieurs fois. L'écriture, la première fois, ou plutôt les premières fois quand j'écrivais arabe, c'était trop compliqué pour moi comparé à ce qu'on avait appris en français, tu vois. Mhm. Ah là, c'était assez compliqué. Bon voilà, en écoutant tout ça, moi ce qui me vient à l'esprit, c'est tu es différent à la maison, à l'école, Mhm. et est-ce que à ce moment-là, tu as conscience de pas être comme on attend, ou tu penses que c'est normal d'être maltraité comme ça, ou qu'est-ce que tu te dis dans ta petite tête? Jamais dans ma vie, en tant qu'enfant, je me suis dit ça, ce n'est pas normal. Parce qu'à chaque fois, j'avais des exemples à chaque fois, on me disait, ah, tu vois, les autres gamins, ils se font taper beaucoup plus que toi, Mhm. ils n'ouvrent pas leur gueule, nous, on est des anges comparés aux autres parents. Mon père le disait, moi, je suis un ange avec toi. Mhm. Alors, il disait Donc ton ça. père qui te battait violemment disait Oui, qu'il était un ange avec toi. avec moi, oui, Mhm. voilà. Mhm. Et je réalisais bien qu'il y avait une différence de traitement entre moi Mhm. et mes autres frères et sœurs, la fratrie. Parce que comparé aux autres, moi je faisais taper davantage. J'étais la cible, voilà, j'étais le premier-né, j'étais l'enfant de la famille qui devait tout prendre pour que les autres ne prennent rien, j'imagine. Euh, Parce que j'ai vu leur réaction durant les rares occasions où mon père a eu des abus du même niveau qu'il a eu avec moi. Par exemple, ma sœur, il l'a attrapé par les cheveux, par la mâchoire, il l'a balancé au sol. Mhm. Ça l'a traumatisé. Voilà. Alors que moi, ça s'est passé tant de fois que tout ce que je faisais, c'est me Mhm. relever et Mhm. attendre le La prochain prochaine coup. fois. Voilà. Tu étais entraîné, quoi. C'est comme si tu Ouais. avais été entraîné. Ouais, c'était devenu normal pour moi. Est-ce que, est-ce que tu as d'autres éléments à apporter par rapport à ta vie à l'école, où on peut avancer dans l'âge un petit peu, qu'à ce que ben tu continues
d'évoluer et de réaliser tes différences? Ouais, je continue d'évoluer, de réaliser. Et c'est là, vers mes 10 ans, vers mes 11-10 ans, que je réalise que j'ai pas la même attraction vis-à-vis du sexe féminin. Parce qu'après mes 10 ans, on saute de l'école primaire vers l'école moyenne ou le collège. Et je réalise que mes camarades de classe commencent à avoir des comportements ou plutôt des discussions par rapport au sexe féminin, par rapport aux filles de ma classe, aux professeurs, etc. Et moi, je les comprends pas. Je comprends pas leur attraction vers le sexe féminin. Et je me dis, c'est quelque chose qui est resté avec moi pendant bien longtemps. À chaque fois que je comprends pas quelque chose, je fais juste semblant de comprendre, je ferme ma gueule et j'hoche la tête. Et si jamais je fais juste semblant, jusque-là, je fais juste semblant, et plus je grandis, plus je vois qu'en fait, j'ai une attraction vers un sexe masculin. Ce que là, pour le moment, je pose pas de questions, je me dis c'est normal. Voilà, c'est juste une attraction amicale. Et ça continue d'évoluer, et je me dis qu'est-ce qui se passe? Tu dis attraction, intérêt alors un intérêt, oui. Parce que voilà, tu dis amical, donc c'est la présence des Pour moi, garçons, c'était amical. Oui. Pour moi, c'était amical. Allez, quand j'étais enfant, je me disais c'est juste une attraction amicale, juste envie d'être ami avec cette personne. Aujourd'hui, je vois que c'était plus une attraction, un intérêt, un instinct plutôt, une attraction sexuelle vers le sexe masculin. Parce que je regarde plus les hommes. Quand on va au hammam, je regarde les hommes. Étant un enfant d'à peine 11 ans. Et là, c'est une attraction qui, au départ, ne me fait pas peur. Je me dis, c'est normal. Mais je me pose quelques questions. Des questions qui commencent à pousser dans ma tête, là. Et je me dis, non, ça va. C'est normal. Jusque-là, tu t'inquiètes pas. Je m'inquiète pas. Je constate et je m'inquiète pas. Attiré et que tu n'as pas d'intérêt pour les mêmes êtres vivants, que les garçons autour de toi. Oui, c'est ça. Mais ça ne t'inquiète pas. Voilà. Tu le vis pas mal en ce moment-là. Non, quand je suis enfant, je le vis pas mal du tout. Cela dit, je commence à m'intéresser au milieu de la musique. À l'époque, je commençais beaucoup à m'intéresser au milieu de la musique. Et c'était vers 2011 où il y avait des stars du pop là qui commençaient à afficher leur corps pour gagner plus de vues, j'imagine, ou plus d'intérêt pour leur musique. Et là, je remarque que les gens, quand je me dis voilà, j'aime bien la vidéo là, j'aime bien cette chanson, ils me disent ah oui, t'aimes ça, hein, ah oui, c'est ça. Et moi, je comprenais pas. Ouais, j'aime la musique. La meuf. Eux, ils avaient compris. Oui, eux, ils avaient compris, j'étais un gros pervers. Pour eux, oui, faut remettre tout ça dans le contexte. T'es dans une ville très conservatrice de l'Est algérien, dans une culture arabo-musulmane. Voilà, je parle pas de l'origine ethnique de l'Algérie au cas où il y aurait un malentendu. Je parle de culture imposée arabo-musulmane. Et toi, tu as un intérêt qui se manifeste pour les gens du même sexe. Et autour de toi, on le distingue déjà et on commence à te piquer avec ça. Et toi, tu vois pas le problème pour l'instant. Pour l'instant, j'ai pas de problème. Et à un moment, je montre la vidéo à ma mère. Elle me dit, ça, c'est de la prostitution. Ça, c'est fait pour attirer les hommes. Et je lui dis, moi, ça me fait rien. Voilà. Je lui dis, moi, ça me fait rien. Mais comprenant que le sujet de la conversation n'était pas le plus adéquat à ce moment-là, parce que faut savoir que ma mère nous avait élevés dans la pudeur extrême, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas parler du moindre petit détail sexuel, qu'il fallait éviter tout ça, de A à Z, que le sexe n'existait pas, que la manière de faire un enfant n'existait pas, que le plaisir n'existait pas, tout ça n'existait pas pour elle. Pour nous en général, c'était dans la pudeur extrême. Et quand je lui dis ça, je vois qu'elle n'aime pas que je regarde de ça. Du coup, j'arrête le sujet, je m'en vais, je passe.
Voilà. Alors, juste une question technique. Les images que tu lui as montrées, c'était une star féminine ou masculine? C'était Miley Cyrus, Wrecking D'accord. Ball. Ouais, donc ça l'a pas alerté sur ta Non, possible non. orientation sexuelle, quoi. Elle a juste. Mhm. Alors, comment tout ça évolue? Parce que bon, là, tu commences à être grand. Mhm. J'imagine que tu arrives au collège. Je finis le collège, je saute d'un autre collège à un autre puisque Ah, on doit encore une fois déménager vers la maison finale, une autre maison que ma mère a construite dans cette ville très conservatrice, toute seule par ailleurs puisque mon père commence à être plus absent qu'il faisait, qui maintenant il avait changé de boulot, qu'il travaillait euh, en Amérique si je me souviens bien, et que là il venait carrément 2 semaines, à passer 2 semaines avec nous, qu'il repartait, passait 3 mois là-bas, qu'il revenait, voilà. Et du coup, ma mère finit par s'occuper de nous tout le temps. Moi, mes 5 autres frères et sœurs, et mon frère qui s'est déjà barré à l'époque, mon frère aîné qui s'était déjà barré, qui était parti. Puis donc ma mère construit cette maison, on déménage encore une fois, et là j'entre dans un nouveau collège, et là je remarque une autre ambiance puisque c'est la dernière année du collège, la puberté s'est déjà faite, et là je remarque un intérêt sexuel pour le sexe féminin de mes camarades de classe mm. envers les filles de la classe, vers les D'accord. professeurs, Ça envers les femmes de s'accentue là. l'extérieur. Ça s'accentue. Oui, Ils sont remontés comme des pendules. oui, voilà. C'est la puberté. Ouais. Et La c'est la testostérone oui. et tout. Et je réalise qu'il y a un côté malsain puisque j'imagine avec l'absence de l'éducation sexuelle, leur seule Mm. éducation Mhm. sexuelle qu'ils ont reçue, c'est de la part du porno, Mhm. et un porno qui n'est pas sain. Voilà, c'était limite la culture du viol, c'était parfois carrément du viol, c'était le désir carrément de s'imposer sur le sexe féminin, ce que je trouvais un peu, qui me dégoûtait un peu. Du coup, je Mhm. faisais que m'éloigner de ce genre de Mhm. personnes. Mhm. Et remarquant que je m'éloignais, eux se rapprochaient d'une manière où ils faisaient des blagues, ils se moquaient de moi parfois. Et moi qui comprenais toujours pas cet intérêt pour le sexe féminin et qui continuait toujours à explorer cette étrange attirance pour le sexe masculin. Mhm. Et c'est grâce à Internet, au final, parce que par pur miracle, le baptême du feu, la première chose que je voyais qui évoque en moi ce désir qu'ils avaient, c'était également du porno. Et Mhm. c'était du porno homosexuel. Voilà. Donc, absence d'éducation sexuelle Mhm. en général, Mhm. et vu le tabou qui règne, et l'interdit même religieux, hein, et même légal, puisque ben, l'homosexualité est criminalisée en Algérie. En Algérie. Voilà, donc en fait, ben, qu'on soit hétéro ou homosexuel, l'accès à l'éducation sexuelle, c'est forcément par la pornographie, en Mhm. fait. Et c'est donc toi aussi, qui avais vu ça chez les autres, ben, en fait, tu Mhm. passes par là pour Je découvrir passe par là également. Oui. ta propre sexualité, en fait. Mhm. Ouais, c'est bien que tu fasses de petits débriefings comme ça, que tu raccordes mes phrases proprement. Parce que, Oui, après ça sur fait un échange mon en plein de image. Oui, choses. oui. Et donc, de ce baptême du feu, je réalise qu'il y a peut-être quelque chose qui cloche avec moi. Il y a un problème. Et je découvre ce mot qui m'interpelle, que je retrouve dans plusieurs vidéos que je regarde, le mot gay. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est gay? Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça tourne dans ma tête jusqu'au jour où je finis par craquer, par taper sur Google définition du mot gay. Et je tombe sur un blog que je remercie aujourd'hui à la personne qui a écrit ce blog. Je tombe sur ce blog et je lis une personne gay est une personne qui a une attirance sexuelle et romantique pour une personne du même sexe. Euh, et il rajoute, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un trouble psychiatrique. Et c'est cette phrase-là, cette dernière phrase-là, que ce n'est pas une maladie, que ce n'est pas un trouble mental, qui en fait me soulage énormément.
Je me dis, ok, d'accord, finalement, je suis normal, ça va, c'est pas un problème. Tu es bien tombé, hein. Oui, je suis bien tombé, oui. Pour cette première recherche Google, je dois Après, dire. c'était en français, hein. Si je Mhm, l'avais recherché en arabe, ça aurait été plus différent. Si je l'avais recherché en autre langue, je serais tombé sur autre chose. mhm. Ouais. Oui, 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 oui. Oui, oui. Oui. Et donc, bon, tu comprends, Mhm. et bon, bah, c'est normal. Ce qui contraste un petit peu avec, un peu avec tes camarades de classe qui sont un petit peu, on va dire, un Mhm. peu taquins, Oui, si je hein, oui. voilà. Donc tu réalises ça, tu t'inquiètes Je, pas. je m'inquiète pas pour l'instant, hein. Je trouve que c'est normal Mhm, puisque le blog a dit c'est normal. mhm, Voilà, mhm, la confiance absolue. mhm, Et du coup, là, je commence un peu à explorer. Je commence à explorer le milieu homosexuel et tout ça. Et puisque toujours à sur l'école, internet. oui, toujours sur Internet, puisque à l'école, j'avais pas d'amis puisque j'étais différent, parce que déjà Mhm, j'étais homosexuel et ça se voyait de mes comportements naturels, mhm, et que également à la maison, je n'avais pas vraiment la meilleure des connexions avec mes frères et sœurs, puisque j'étais l'enfant qui prenait tout l'abus et eux étaient ceux qui avaient le droit de grandir proprement sans recevoir d'abus. Et mhm. je n'en veux pas. Je n'en veux aucunement. C'est-à-dire que t'étais un peu l'amortisseur Ouais, de choc, quoi. Le ouais, j'étais. paratonnerre là qui encaissait. Mhm. Mhm, J'encaissais, je prenais pour que, et je réalise un peu que c'était de la colère, au final, que mes parents avaient des problèmes mhm, pour contenir leur colère et que ça se mhm, déversait tout, qu'ils déversaient tout sur moi. Euh, Ma mère a fini aussi par céder aux violences physiques où elle me balançait des assiettes et des tasses au visage. Et, euh, et à chaque fois, je me disais, bon, ça va, je quittais la chambre ou là où on était et j'allais me réfugier quelque part. Plusieurs fois, elle me suivait de nouveau dans la mhm, chambre. Et là, elle procédait à un cycle, ce que je réalise aujourd'hui, c'est un cycle. Elle rentre dans la chambre, euh, elle relâche son venin, elle me tape, elle fait ce qu'elle veut. Et puis elle sort et rebelote. Elle revient 5 minutes après, elle ressort, elle revient, elle ressort, et puis elle va dans sa chambre. Et puis voilà. mhm. Et puis ça finit par se terminer. Et puisque je grandis, là, j'ai 14, j'ai 14 ans, elle commence à réaliser qu'un peu sa force physique Mhm, commence un peu mhm. à Bah tu la dépasses, quoi. Tu oui, je commences à la commence un peu à la dépasser. dépasser, oui. Mhm, Et il y a un jour où elle me frappe avec un poing au dos mhm, et finit par se faire mal au doigt. mhm. Finit par se faire très mal au doigt elle m'a tapé assez fort. Et elle m'en a voulu énormément à ce jour-là. Elle me dit, tu m'as cassé le doigt. C'est pas moi qui t'ai cassé le doigt, c'est toi qui m'as frappé. Oui, 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 oui. Tu l'as battue, quoi. Oui, je l'ai C'est une battu. mère battue par son fils, en fait. Oui. Voilà. Et Voilà. elle aimait bien donner aimait bien dire Mhm, ça. À chaque fois que, mhm, soit si je levais les mains pour me protéger le visage, elle disait, tu oses lever les mains, à chaque fois. Si jamais, elle me frappait et qu'elle finissait par se faire mal elle-même, elle disait, ah, t'as vu ce que tu m'as fait. Et elle n'hésitait pas à le dire à tout le monde, hein, à tout le monde à la famille, que c'était ma faute si elle s'était cassé le doigt, que c'était ma faute si elle avait fait ça aussi. et du coup, elle arrête de te frapper ou Non, elle trouve des moyens plus puissants? bah voilà, elle commence à jeter des assiettes, des tasses, elle commence à prendre des outils pour me battre maintenant au lieu d'utiliser ses mains. Mhm, Et quand ça marche pas, elle appelle mon père. Et quand elle appelle mon père, là, c'est une violence physique qui est mhm, toujours, que je pouvais pas me défendre, quoi. Je pouvais pas me mhm. défendre, j'avais qu'à encaisser et fermer ma gueule. Oui, donc elle a trouvé des moyens plus puissants, c'est ton Mhm. père. Ok, des outils, et puis si ça va pas, il reste ton père que tu peux pas battre physiquement, quoi. Oui, c'est ça, ouais. Et entre mon père et moi, quand il arrive, il y a également un cycle, je vis que dans des cycles apparemment. C'est que quand il arrive au début, la relation ça va, puis il y a les violences physiques qui reviennent, puisqu'au départ il arrive, il se réacclimate un peu chez lui. Le moindre problème arrive, il y a des violences physiques, puis il s'en va, il revient au travail.
Et là, maintenant, je réalise qu'au final, dès qu'il s'en allait, je me sentais beaucoup plus à l'aise. Et ma mère le remarquait, elle me faisait la remarque, t'as vu, il y a pas ton père, tu peux faire ce que tu veux. Elle disait pas de cette manière, elle disait, Rahbabak dirraik. C'est ça. Oui. Oui, le chat, un peu le chat n'est pas là, les souris dansent, quoi. Oui, c'est ça, ouais. Bah ouais, comme s'il fallait aimer être battu, quoi. C'est assez curieux comme. Ce que je voulais faire, moi, c'était pas, je faisais pas grand chose. En fait, je pouvais parler comme je voulais. Je pouvais discuter, je pouvais rire, je pouvais jouer, je pouvais sauter, je pouvais faire ce que je voulais sans avoir peur d'énerver quelqu'un qui vienne vers moi en me tapant. Voilà. Parce que quand mon père arrivait, quand il était à la maison, j'étais très silencieux. Je ne parlais pas. Je parlais uniquement quand il était pas là. Dès qu'il rentrait, fallait faire quelque chose, juste pour qu'on ait l'air pour que j'ai l'air. Alors, je vois aujourd'hui, il y a un peu ce comportement aujourd'hui avec mes frères et sœurs. Quand j'avais grandi, je l'avais vu un peu avec eux, mais en ce qui me concernait, moi, je devais faire semblant de faire quelque chose. C'était soit je buvais de l'eau, dès qu'il venait, qu'il rentrait quelque part, je prenais une tasse, je buvais de l'eau. Au final, je revenais dans ma chambre, je lisais un livre, j'allais aux toilettes, tout pour ne pas être dans la même chambre que lui. Tout pour ne pas être en sa présence. T'as une stratégie d'évitement parce que tu éviterais, en l'évitant, tu éviterais peut-être de t'en prendre. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis voilà, je découvre un peu pour revenir au sujet d'avant, je découvre un peu cet environnement homosexuel. Et puisque à la maison, je me fais tabasser, à l'école, je me fais ranger dans une case de gars bizarres là, je finis par me réfugier sur Internet et je découvre des sites Internet, je découvre des amis sur Internet, je me fais une vie à moi-même sur Internet en fait. Je découvre des amis, je découvre des trucs que je peux pas dire, des conversations, et c'est cet environnement sur Internet là qui a fini par m'éduquer sur un tas de choses, sur l'homosexualité, sur le fait que c'est normal. Et là, dans ma tête, il y a encore la question qui vient, mais que j'ai pas envie d'aborder cette question à cet âge-là. Je me dis, autour de moi, il n'y a pas des gens homosexuels. Il y en a pas. Je me dis, est-ce qu'on le cache en Algérie? Est-ce qu'il y a quelque chose? Où est-ce qu'ils sont les gens homosexuels en Algérie? Et parce que toi, sur Internet, il y a un autre monde. Voilà, c'est un monde parallèle. Il y a des communautés où c'est vécu ouvertement, où c'est dit, quoi. Et tu constates que il y a le contraste avec. C'est bizarre, proportionnellement, ils sont tous sur Internet. C'est curieux, en fait. Oui, où est-ce qu'ils sont en vrai? Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Voilà. Et je me dis, est-ce qu'il y a la question rebondit encore une fois, est-ce qu'il y a un truc qui cloche avec moi? Est-ce que ce que je suis en train de faire, est-ce que c'est pas normal? Est-ce que ce que je suis, en fait, c'est pas normal? Pas ce que je suis en train de faire, est-ce que ce que je suis? Parce que je peux pas le changer, là, je réalise. Et je me force à regarder du porno hétéro, et je ressens rien. Pire encore, je réalise que je me focalise plus sur la personne masculine que sur la personne féminine sur ce porno-là. Oui, ça fait pas l'effet escompté, hein, quand même. Ça fait pas l'effet, et apeuré, j'arrête de regarder. Voilà, je me dis non, en fait, on est juste en train de creuser. Je finis en fait par me caser sur Internet, par me cacher. Je trouve mon petit refuge sur Internet, sur des applications de chat en 3D qui deviennent en fait ma vie parallèle. Voilà, ça devient ma vie parallèle, la vie que je voudrais vivre à cet âge-là, la vie de liberté, la vie où on s'amuse, la vie où on rigole, la vie où on a une famille assez stable, la vie où tout est normal. Et pendant un moment... Quand tu dis 3D, c'est-à-dire que il y a ton personnage qui vit sa vie librement, tu choisis ton environnement, ta famille, t'es libre d'être homosexuel, tout ça dans un monde virtuel. Oui, c'est un monde virtuel avec d'autres personnes, c'est tout. Et rapidement, là, je vais passer mon brevet et il faut prendre mes photos de carte d'identité. Jusque-là, j'avais vécu une vie sur un site internet où t'avais un profil là, tu pouvais avoir ton nom, et puis ton pseudo plutôt, et tu pouvais avoir sexualité.
sur sexualité, moi je vois, il y a gay, lesbienne, hétéro, trans, etc., bisexuel, et là je me définis comme gay sur ce site. Et je vis cette vie tout à fait normalement. Je rencontre d'autres personnes. Il y avait des salons de chat où tu pouvais rejoindre des salons de chat réservés aux personnes homosexuelles. Et ces personnes-là Ça doit venaient. prendre beaucoup de ton temps, là. Ouais, énormément de temps. Ouais, énormément de Ouais. temps. Si je finissais d'y jouer sur l'ordinateur de la famille, j'allais sur mon téléphone parce que l'application est rapidement apparue sur téléphone et je me connectais sur téléphone et je continuais de discuter avec ces gens-là sur Internet parce qu'au final, c'est ces gens-là qui ont fini par apporter, alors c'est un peu, ça pique de le dire, mais c'est des inconnus sur Internet qui ont fini par m'apporter un confort avec moi-même plus que l'environnement où je vivais. Parce que je n'avais jamais eu vraiment de confort. Voilà, c'était jusque-là on démonisait tout ce qui n'était pas musulman, on démonisait tout ce qui n'était pas en accord avec l'islam. Et dans ma tête, c'était vrai. Tout ce qui n'était pas musulman était démonique, était mauvais, avait de mauvaises intentions. Et je voulais pas les voir, je voulais pas en parler, je voulais pas discuter de ce sujet-là. On me disait chrétien, je disais directement une personne qui nous veut du mal. On me disait justement, on n'a pas du tout parlé jusque-là. On a juste fait allusion au poids de la religion. Où t'en es toi à ce moment-là avec tout ça, avec l'islam, la culture dominante voire écrasante arabo-musulmane qu'il y a en Algérie? Est-ce que tu te questionnes déjà ou c'est pas encore arrivé? Puisque j'avais pas vécu autre chose que ça, je pose pas cette question. Quand on voit pas l'autre côté, on pose pas de questions, on dit ce qu'on vit, c'est normal. Cela dit, j'avais remarqué que les abus physiques transpiraient un peu de la religion. Il y avait le hadith où on disait qu'il fallait apprendre aux enfants à prier à l'âge de 7 ans et les frapper à partir de 10 ans. Et je me faisais frapper pour ne pas avoir prié, ou pour avoir prié trop rapidement, ou pour avoir effectué un mouvement d'une fausse manière, ou d'avoir oublié quelque chose. Et on me forçait parfois disant tu vas pas jouer, tu vas pas faire quoi que ce soit, ni tes BD, ni quoi que ce soit, si tu n'apprends pas 4-6 versets du Coran par jour. Et du coup, pendant les vacances, pendant que les autres allaient s'amuser, moi, j'étais devant ma mère avec un petit cahier là, avec plein de versets, et je devais apprendre au moins 3 pages par jour avant d'aller faire quoi que ce soit. Et si je les faisais pas, je me faisais taper. Voilà. Donc, en fait, tu questionnais pas parce que tu n'avais connu que ça. Je questionnais pas, oui. Et pour l'instant, la découverte de ton orientation sexuelle, peut-être parce que tu t'es pas encore au courant de ce que la religion préconise par rapport à ça. Je n'étais pas du tout au courant, aucunement. Voilà. J'en avais pas la moindre idée. C'est en fait à l'âge, c'est là quand je vais prendre mon brevet, quand je vais passer mon brevet, qu'on doit prendre mes photos pour ma carte d'identité. T'as 15-16 ans? 14-15 ans. J'ai 14-15 ans. Et je vais prendre ces photos-là et on doit récupérer ensuite ma carte au ministère, ou plutôt à la commune, je sais plus. Et on y va. Quand on revient, je fais une petite remarque sur mon apparence sur les photos, parce que je les avais pas vues jusque-là. Étant un adolescent de 14 ans, j'avais des boutons sur le visage, j'avais tout qui était un peu, un garçon de 14 ans. Et je dis, ah oui, je suis trop moche sur cette photo. Il y a ma mère qui me dit, t'es un homme, tu dois pas dire ça. Les hommes, ça prend pas. Elle dit une phrase que j'ai détestée, c'est Zinensa ou le jib l'arjal. Alors, Zinensa, donc la beauté, c'est pour les femmes. Pour les femmes, et la poche, c'est pour les hommes. La poche, donc l'argent. Oui. Ouais, ok. Pour les hommes. Ok. C'est une grande philosophe. Oui. Oui. Donc elle te rétorque ça quand tu dis que tu te trouves pas beau sur la photo. Oui, exactement. Voilà. Et là, elle se retourne vers mon père et me dit, t'as vu ce qu'il fait sur Internet? Il commence à avoir des idées un peu bizarres. Du coup, moi, la première chose à laquelle je pense, c'est cette application-là qui est installée sur l'ordinateur de la famille.
Dès qu'on rentre, je cours vers l'ordinateur et là, je vais sur mon profil et je vais changer ma sexualité parce que je réalise un peu qu'il y a quelque chose qui cloche. Et au lieu de mettre hétérosexuel, je mets autre. Parce que à ce moment-là, je voulais pas me qualifier comme hétérosexuel, je voulais pas nier mon homosexualité, je voulais rien faire. Je voulais juste laisser autre, peut-être un peu par curiosité par curiosité par rapport à la réaction de mes parents. Ouais, tu cherches un peu là quand même. Je voulais savoir parce que poser la question, oui. Parce que poser la question directement, je pouvais pas le faire, mais de cette manière-là, ça pouvait marcher. Du coup, dès que je change vers autre, j'éteins l'ordinateur, je prends mon vélo et je sors dehors parce que j'ai pas envie d'être présent quand ça se passe. Je prends mon vélo, je fais des tours, j'y réfléchis, puis je rentre, et là c'est silence, c'est le silence à la maison, et j'avance lentement, je passe par le couloir, et je vais vers la salle de séjour, et je rentre, et je vois mon père qui est sur l'ordinateur, je vois ma mère qui est assise à côté avec les mains sur le visage, avec une allure de maman algérienne, avec les mains sur le visage, genre qu'est-ce qui se passe? Genre ce que je vois c'est honteux, tu vois. Et là ils me voient et ils me disent de m'asseoir. Et là tout de suite, j'imagine ils ont pris une posture plus éducative qu'une posture de violence, parce qu'ils se disent le gosse il ne sait rien de tout ça. Il a été trompé, voilà, alors que moi j'y suis allé de plein gré, c'était mon refuge sur Internet. Et du coup, mon père désinstalle l'application. Il me dit, c'est quoi ces choses que tu vois? Il me dit, c'est genre c'est quoi cette saleté sur laquelle t'es tombé? Et là, je lui dis quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que je cherche un peu quelque chose. Il me dit, c'est quoi ces trucs d'homosexualité? C'est quoi ces trucs de déviance sexuelle? Et il me dit, tu sais, ça c'est haram. Et je lui dis pourquoi? La première chose que j'ai envie de demander, c'est pourquoi? Il me dit, bah, parce que c'est haram. Voilà, c'est haram parce que c'est haram. Et là, c'est la première chose alors, après, il me pose la question, il me dit, est-ce que t'es homosexuel? Et voyant sa réaction, voyant tout ça, moi, la première chose que je dis, c'est non. Nous ne sommes pas ce qui nous est arrivé, mais ce que nous avons décidé d'en faire.